Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Vous savez que je suis un fan de science-fiction et vous comprendrez donc mon excitation, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de la saga Star Trek au cinéma. Je vais commencer par préciser. Je vais faire mon maximum pour ne pas vous spoiler ne serait-ce que la fin des films. Mais certains d'entre eux étant en directe continuité avec le précédent, je serai parfois obligé de le faire. Cela dit, rassurez-vous, les films sont de toute façon assez captivants pour rester intéressants même si vous connaissez certains de leurs retournements. Je n'aime pas trop parler des séries sur le cinéma du Randall, mais je suis bien obligé de vous faire un petit résumé de ce qu'est ce monstre sacré de Star Trek. C'est de 1966 à 1969 que ce show télé mythique a commencé à briller. Créé par Gene Roddenberry, il raconte les aventures de l'équipage du vaisseau USS Enterprise à travers divers coins de l'univers, l'idée étant de traiter de sujets actuels au travers d'histoires futuristes. Il conçoit un univers à l'image de son idéal. Au XXIIIe siècle, l'humanité a enfin évolué au-delà de ses préjugés et des barrières comme l'argent. En effet, on ne travaille pas dans le XXIe siècle pour gagner un salaire, puisque l'argent n'existe plus et la notion de gain a quasiment disparu des mentalités. Les gens travaillent pour s'améliorer, rendre service à la communauté, et par amour de son métier. La disparition de l'argent et de toute forme d'exclusion permet de traiter le reste des dilemmes humains de façon beaucoup plus libre et complète. La série nous introduira, au long de ses 79 épisodes, à l'équipage composé par le capitaine Kirk, joué par William Shatner, son second et officier scientifique le Vulcain Spock, joué par Leonard Nimoy, son officier médecin en chef Leonard McCoy, dit Bones, joué par DeForest Kelley, ainsi que les divers membres de l'équipage, le chef mécanicien Montgomery Scott, dit Scotty, joué par James Doohan, l'officier de communication afro-américaine Uhura, joué par Nichelle Nichols, et les pilotes, le russe Chekhov, joué par Walter Koenig, et l'américain Hikaru Solo, d'origine japonaise, joué par George Takei. Vu comme ça, tout cela n'a l'air de rien. Et pourtant, avec un casting pareil, Star Trek se présentait, au sens propre, comme un alien dans le paysage télévisuel américain. Rendez-vous compte, en 1966, proposer dans un équipage un officier russe en pleine guerre froide et un officier asiatique en pleine guerre du Vietnam, tous les deux décrits de façon positive et non comme des ennemis. Nichelle Nichols était la première femme afro-américaine à occuper un rôle aussi important à l'époque. Et le scandale fut provoqué par l'épisode 10 de la saison 3, lorsque fut diffusé le premier baiser impliquant un homme blanc et une femme noire dans une fiction. Pour traiter du monde moderne, le show a principalement utilisé les Romuliens et les Klingons pour métaphoriser les ennemis de l'époque, tour à tour les Russes, les Japonais, les Chinois ou les Vietnamiens. C'est ainsi que la série a pu développer de superbes idées de science-fiction et s'inscrire parmi les classiques. Le show souffrait de très nombreux problèmes de budget, notamment dans la dernière saison, et l'ANBC, pour des raisons toutes plus obscures les unes que les autres, n'a jamais voulu croire en la série et a toujours tout fait pour la flinguer, ce qu'elle a fini par faire à la 3e saison. Elle a pourtant marqué les esprits et a créé une énorme communauté de fans, appelés Trekkers ou Trekkies si vous voulez être un petit peu moqueur, qui ont toujours répondu présent autour des événements organisés autour de la franchise. En 1977, la sortie de Star Wars relance la mode de la science-fiction au cinéma. Paramount, qui produisait la série, réalise alors seulement le potentiel qu'elle a entre les mains. Alors qu'une suite à la série, Star Trek Phase 2, était en développement et que plusieurs projets de films se sont vus soldés par des échecs, les studios, encouragés par le succès de Rencontres du troisième type, se lancent alors dans la réalisation d'un vrai long métrage réalisé par Robert Wise, qui avait réalisé le sublime Jour où la Terre s'arrêta 20 ans plus tôt. La production sera un fiasco total. Budget triplé, multiples réécritures, y compris parfois même quelques heures avant de tourner la scène, et les égos de Shatner, Nimoy et Roddenberry à flatter. Pour quel résultat ? L'histoire de Star Trek The Motion Picture, sortie en 1979, est la suivante. Une anomalie gigantesque traverse l'espace, détruisant ou faisant simplement disparaître tout ce qui traverse son passage, et fait cap droit sur la Terre. Alors que l'amiral Kirk fait une inspection de routine de l'Enterprise, qui n'est désormais plus son vaisseau et a été totalement modifié, il est contacté par Starfleet pour mener l'enquête avec le vaisseau en l'état, car il est le seul assez proche pour intercepter à temps cette menace. Une excuse qui sera resservie quasiment à chaque film, mais qui a le mérite d'être logique. L'équipage parviendra à entrer dans le champ de force gigantesque et à entrer en contact avec l'intelligence qui la contrôle. Le vaisseau caché dans le champ de force se servira en effet de Ilia, une extraterrestre membre de l'équipage qui l'a enlevé et recréé avec des nanomachines, pour communiquer avec les humains à bord et demander leur aide dans sa quête pour son créateur. Je ne vous révèle pas ce que veut vraiment le vaisseau ni d'où il vient, puisque la réponse à cette question vaut à elle seule tout l'intérêt du film et est l'un des meilleurs scénarios de SF jamais écrits. Concentrons-nous sur les points forts et, malheureusement, surtout sur les points faibles du film. Point positif, la mise en scène du film. L'une des idées de Star Trek est que les hommes sont enfin tous égaux. Robert Wise fait passer cette idée à l'écran de plusieurs façons. D'abord, tout le monde peut avoir droit à son gros plan, y compris les membres sans importance de l'équipage. Ensuite, lors de plans larges avec des personnages en arrière-plan, Wise utilise systématiquement des demi-bonnettes. Pour expliquer rapidement, une demi-bonnette est une lentille spéciale qui sépare l'image en deux et permet de faire deux mises au point différentes dans la même image. Par exemple, Kirk au premier plan et l'équipage au deuxième plan.
La séparation est généralement habilement cachée par le décor, mais un œil expérimenté parviendra aisément à la déceler. C'est une idée assez géniale qui fait toujours plaisir à voir. Il faut également saluer l'effort d'ouverture, puisque le film utilise le prétexte du retour de l'équipage après une longue absence pour permettre aux spectateurs qui n'auraient jamais vu la série de comprendre très rapidement qui sont ces personnages et quels liens les unissent, ainsi que les règles qui régissent cet univers. L'écriture est de toute façon le point fort du film, puisque la portée de l'histoire est juste jouissive pour un fan de science-fiction comme moi. Les symboles qui parcourent le film sont tout aussi excellents, puisque c'est en gros une espèce de... Ah les merdes, c'est une putain de métaphore sexuelle, et je vais être explicite. En fait, le champ de force qui entoure le vaisseau pourrait être considéré comme les vêtements d'une femme. Immédiatement après l'avoir dépassé, on tombe sur la première partie du vaisseau qui est, soyons clairs, un énorme clitoris. Une fois dépassé, on arrive dans ni plus ni moins qu'un vagin, protégé par l'équivalent du col de l'utérus. Au-delà se trouve une matrice qui, si on la remonte, amènera à un ovaire, qui ressemble à un sexe féminin mais sur le concept un ovaire, dans lequel se trouve la réponse du film. Donc j'arrêterai le parallèle ici pour ne pas trop vous mettre sur la voie. Et puis après, il y a malheureusement tous les défauts du film, le premier d'entre eux étant bien évidemment le rythme, puisque même les fans ont rebaptisé ce film Star Trek The Slow Motion Picture. Ça n'a rien de surprenant finalement, le film a quand même été construit à la base sur un script destiné à devenir un épisode de 52 minutes pour la télévision. Malgré les très nombreuses réécritures, il n'y avait définitivement pas suffisamment de matière pour en arriver aux 2h12 de film. Le plus dommageable, c'est que les tentatives désespérées pour transformer cette bonne histoire de 1h30 en une aventure épique de 2 heures sont effroyablement visibles et mauvais. Forcément, quand on n'a pas assez de texte, c'est avec le montage que l'on gagne du temps. Figurez-vous par exemple que le film se vante d'avoir une ouverture. Hérité de l'écriture des opéras, une ouverture est une pièce musicale qui est diffusée avant le film afin de mettre le spectateur dans l'ambiance. Moi, j'appelle pas ça une ouverture personnellement, j'appelle ça rajouter le plus de temps possible sur la durée du film pour que les spectateurs soient persuadés d'aller voir quelque chose de grandiose avant même d'entrer dans la salle de projection. Chaque séquence d'effets spéciaux est en fait une excuse pour tirer artificiellement la durée du film. Pour vous donner une idée, Kirk doit rejoindre l'Enterprise par navette car le nouveau téléporteur n'est pas encore en état de marche. N'importe quel film fait cela en quelques plans et en 15 à 30 secondes, le trajet est réglé. Le film, lui, décide de nous faire subir, et je dis bien subir, un trajet de 4 minutes et 30 secondes. Presque 5 putains de minutes pour aller du spatioport à l'Enterprise. 5! Certains des plans durent plus d'une minute entière et ne font rien de plus que montrer le vaisseau. C'est presque du porno pour vaisseaux spatiaux. C'est à se demander même si le film ne rit pas lui-même de son montage, car ces 5 minutes d'images grandioses d'un vaisseau gigantesque filmé sous tous les angles le plus longtemps possible, sous une musique magistrale sur laquelle je reviendrai dans un instant, se terminent par ceci. Thank you, Mr. Scott. Aye, sir. Drôlement abrupt. Le pire étant atteint quand l'Enterprise entre dans le champ de force. Entre le moment où il passe le nuage et le moment où l'histoire reprend enfin, il se déroule non pas une, non pas 5, mais bien 22 minutes! 22! 22 minutes de champ contre champ! Vaisseau, réaction de Kirk, réaction de Spock, vaisseau, réaction de Decker, réaction d'Ilia, vaisseau, réaction de Sulu, réaction de Kirk, vaisseau, et au moins 20 à 30 secondes sur chacun, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde! Pour illustrer à nouveau ce problème, la quasi-totalité des films américains respectent une structure en 3 actes. En gros, les personnages et l'intrigue doivent être présentés et le début des péripéties commencer au bout de 15 minutes. Ce film en met 30. Une demi-heure avant de démarrer l'acte 2, mais c'est énorme! Avant d'arriver face au champ de force, il faut 1 heure de film. Et comme à chaque fois, ça se fait grâce aux effets spéciaux. Ça en devient comique quand le vaisseau en arrive à tomber sur des distorsions temporelles en plein voyage. Genre le vaisseau lui-même se dit qu'il faut perdre du temps et créer des distorsions temporelles pour s'auto-ralentir. Cela dit, une fois la barre de 1h22 dépassée, le film prend un rythme plus normal et beaucoup plus agréable à regarder. Il y a aussi des éléments étranges, comme la scène du téléporteur défectueux qui prend énormément de temps pour quasi rien. Bon ok, il y a 2 personnes qui meurent, mais elles ne sont plus jamais évoquées, on ignore tous 2 et on n'en tire aucune leçon. Étrange. Pour nous occuper pendant tout ce temps, le film nous offre heureusement une bande originale composée par Jerry Goldsmith. Bien que de très bonne facture et exprimant bien le lyrisme que représente la navigation, qu'elle soit spatiale ou maritime, elle a tout de même un défaut. Alors oui, vous, c'est la première fois que vous entendez le son, mais dites-vous bien que c'est la musique thème du vaisseau ennemi. Ce qui veut dire qu'on l'entend à chaque fois qu'on voit le vaisseau ennemi. Ce qui veut dire qu'on l'entend en boucle pendant 1 heure de film.
Vous savez, au bout d'un moment, c'est un peu comme le bruit du message d'erreur de votre ordinateur. La première fois ça va, et puis ensuite vous avez juste envie de taper dessus. La raison de ce son étant que le vaisseau est en fait une gigantesque machine capable de penser par elle-même, une conscience mécanique, ce que Goldsmith a voulu illustrer grâce à des sons créés par des synthétiseurs, donc artificiels. C'est une bonne idée, on aurait juste voulu que son clavier ait un peu plus qu'une seule putain de touche! Le film a correctement fonctionné au box-office, mais suffisamment peu pour que la production exclue Gene Roddenberry du processus créatif.